Je ne peux pas le faire en roumain. donc merci d'être venu. Effectivement, nous allons célébrer un petit peu ce projet, ce projet qui est absolument fantastique, qui s'appelle ELI-NP, qui a trait à la production de puissance laser absolument extrême. Et je vais donc vous décrire un petit peu pourquoi on fait ça. Hein, pourquoi on développe ces lasers avec des puissances de l'ordre de pétawatts. Le pétawatt, c'est quand même 1000 fois la puissance du réseau électrique mondial. Hein. Le réseau électrique mondial, c'est grosso modo 1 térawatt. Ici, on parle de pétawatts, et même de 10 pétawatts. Ce sera donc la puissance du laser qui sera améliorée. Il y a un laser déjà dans le laboratoire de Yon. Un laser d'1 pétawatt, le laser CETAL. Ensuite, Nico, bien sûr, 10 pétawatts. Et en fait, les choses ne sont pas finies parce qu'on voit encore qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Voilà. Donc, je vais changer de microphone. Je vais m'assurer que le pointeur fonctionne bien. Et donc, je commence par cette slide. Sur cette diapositive, on voit Peter Higgs. Vous connaissez tous, j'espère, Peter Higgs, hein, qui vient d'avoir le prix Nobel pour justement la découverte de la particule de Higgs. Et à côté, il y a Charles Townes, en fait, l'inventeur du laser. Hein. Et la raison pour laquelle j'associe ces deux personnages sur la même slide, c'est parce qu'actuellement, c'est ce qui va se passer avec les lasers de très forte puissance. Jusqu'à présent, la physique des particules, la physique des hautes énergies des particules, était faite exclusivement avec des faisceaux de particules. Et récemment, on s'est rendu compte que les lasers, si on pouvait leur donner une puissance importante, on en parlera, eh bien, ils pourraient rivaliser et pourraient être les accélérateurs de demain. Vous savez actuellement que pour faire l'étude des particules haute énergie, il faut des installations absolument considérables de l'ordre de... c'est ce qui se passe au CERN, hein, 27 km de circonférence, on pense maintenant à 100 km, etc. À un moment donné, bien sûr, il faut faire une pause et dire est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ces méthodes conventionnelles. Donc, et là, c'est là où le laser peut jouer un grand rôle. Voilà, donc c'est très simple, c'est un matériau qui est amplificateur entre deux miroirs. Et bon, ça c'est un concept bien sûr qui est extrêmement général. Après, il y a eu des tas de variations sur ce thème. Et bon, donc là je passe maintenant une des grandes catégories du laser. C'est des lasers qui émettent des impulsions. Et ces impulsions, typiquement, sont de l'ordre de la nanoseconde. En nanoseconde, la lumière voyage un pied. Hein. Et aussi, donc, femtoseconde. Alors, la femtoseconde, la lumière voyage sur quelques microns. Hein. Donc, ces impulsions-là peuvent être extrêmement intenses, parce que l'énergie fournie en étant très bref, de la nanoseconde à la femtoseconde. Donc, les impulsions ici, ce seront donc du mégawatt, vous verrez, jusqu'au... Ces impulsions sont extrêmement brèves. Disons, en une dizaine de femtosecondes, la lumière donc, voyage, enfin, disons, se propage sur une distance qui correspond à une cellule. Red cell, là, hein, donc de quelques microns. Donc ensuite, bon, ces impulsions
bien sûr, parce qu'elles sont des impulsions, on les utilise beaucoup, et notamment en télécommunication. Si on veut vraiment envoyer beaucoup si on veut communiquer beaucoup il faut avoir beaucoup de bits. C'est-à-dire qu'il faut avoir des impulsions, il faut avoir beaucoup d'impulsions très brèves, à la seconde par exemple. Donc il faut des impulsions brèves, voilà, pour en envoyer beaucoup. Donc là, je vais passer là-dessus. Il y a une chose aussi qui est très connue avec le laser, bien sûr, c'est l'usinage. Hein, parce qu'on peut, le laser étant extrêmement polymaté, on peut, avec la bonne optique, on peut focaliser sur des dimensions qui sont de l'ordre de la longueur d'onde. Hein, donc, la longueur d'onde, c'est quelques microns. On peut mettre beaucoup d'énergie sur cette longueur d'onde. Donc, on peut faire de l'usinage extrêmement précis. Vous voyez, par exemple, ça, c'est des... Donc ça, c'est des canaux, hein, qui sont faits, des sillons qui sont faits et qui ont des largeurs d'une dizaine de microns. Hein, donc, et puis vous voyez la qualité des parois. Donc, on peut faire des choses très très bien. On peut même aller en dessous de la longueur d'onde, hein, parce que ça, c'est des impacts laser, ou là, on a montré l'usinage d'une pièce optique, mais d'une pièce métallique, pardon, et qui a les dimensions les dimensions de ces spots, c'est de l'ordre d'un tiers de micromètre. Donc on peut aller très bas, beaucoup plus bas en fait que la longueur d'onde, ce qui paraît un petit peu anormal, mais qui n'a rien de surprenant en fait. Bon voilà, ça c'est d'autres exemples. Il y a aussi une application que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est l'utilisation du laser dans le médical. Alors là, par exemple, on part de la photodisruption dans la cornée. Hein. La cornée, l'avantage du laser, c'est qu'il peut pénétrer, hein, il peut vraiment pénétrer une partie qui est transparente, et ensuite, s'il est focalisé, il peut faire un claquage des tissus à la profondeur que l'on désire. Voilà. Et donc, en faisant beaucoup de ces petits claquages, les uns à côté des autres, eh ben, on peut faire ce qu'on appelle des flaps. Hein. Et ça, maintenant, actuellement, c'est une procédure qui est très très connue et qui a été utilisée par des millions de personnes, hein, pour la correction de la cornée, pour la myopie. Là, on voit par exemple, ça c'est ici, on voit ce qui a été pratiqué, ça c'est pour la greffe de la cornée, et on voit une partie de la cornée d'un donneur qui a été rapportée sur un patient, hein, et donc on voit les marques là exactement du laser. Alors, ce qu'il y a de vraiment important, bien sûr, c'est qu'on fait ça avec une extrême précision. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Là, ce dont je vous ai parlé, peut-être toutes les applications que vous connaissez, en fait, elles sont faites à des puissances qui sont, je dirais, ou des intensités, parlons d'intensité, à des intensités qui seront de l'ordre de 10 puissance 12, 10 puissance 13 watts par centimètre carré. Hein. Bon. C'est l'endroit où on peut claquer les matériaux, endommager les matériaux. Et c'est souvent ce que l'on utilise dans les applications. Eh bien, ici, on va maintenant commencer à parler d'applications qui ont des intensités beaucoup plus importantes. Hein, de l'ordre de 10 ordres de grandeur autour de... Enfin, par rapport à cette application. 10 ordres de grandeur, c'est énorme. Hein, c'est une fraction de micron, même devant la tour Eiffel. Hein, c'est ça, 10 ordres de grandeur. Donc c'est absolument énorme. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on est intéressé à ça? Parce qu'il y a des applications, je vais vous en parler. Une des applications est la suivante, c'est que
jusqu'à présent, dans l'optique, on utilise l'électron, quoi, qui est... Parce qu'après tout, l'optique, finalement, c'est l'interaction de la lumière avec l'électron, des électrons des matériaux. Hein. Eh bien, si les champs sont très très élevés, si l'intensité du laser est extrêmement élevée, les champs électriques qui correspondent à cette intensité est très très élevé, et à ce moment-là, le champ électrique agite cet électron, et cet électron change sa masse parce que la vitesse au champ très très élevé peut être telle que la vitesse de l'électron peut être de l'ordre de grandeur de la vitesse de la lumière. Donc, la masse de l'électron va changer, hein, pour parler un petit peu vulgairement. Et là, donc, et ça se passe à peu près aux intensités de 18 watts per square centimètre. Ça veut dire que c'est à peu près 5 ordres de grandeur au-dessus de ce qu'on a l'habitude de faire, grosso modo, avec les lasers. Bon, maintenant, si on veut augmenter les intensités, à ce moment-là, on se rapproche aussi d'autres seuils. Et un autre seuil qui est extrêmement intéressant, c'est le seuil où le proton, disons l'ion, hein, parce que l'atome est composé d'électrons très légers, et d'ions, okay, qui sont beaucoup plus lourds. Okay. Alors, au départ, à 10-18, bien sûr, il n'y a que les électrons qui sont relativistes, hein, qui peuvent devenir relativistes. Il faut vraiment augmenter l'intensité très très fort pour que les ions aillent eux-mêmes aussi à la vitesse de la lumière. Hein. Et une fois qu'ils sont à la vitesse de la lumière, alors à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle le domaine de l'optique ultra-relativiste. Maintenant, c'est précisément dans ce domaine que le laser d'ILA-NP est construit. Hein. Ici, vous voyez, peut-être que vous êtes familier déjà avec la structure, l'allure de l'infrastructure de ILA-NP. Eh bien, ce bâtiment ici va accueillir un laser de ce type-là, hein, un laser qui va travailler dans le domaine ultra-relativiste. Maintenant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir accélérer des ions à des vitesses relativistes. Alors, vous verrez pourquoi c'est important. Hein. Maintenant, si on se décide même encore de rêver et d'aller un peu plus haut, alors à ce moment-là, il y a des choses encore très intéressantes qui se passent et qui vont être aussi accessibles à ILA-NP. C'est des phénomènes de ce qu'on appelle, on va interagir avec le vide. Hein. En fait, on va pouvoir étudier le vide, et j'en parlerai un petit moment, le vide qui n'est pas vide, au contraire, qui est toujours plein d'activité, hein, parce qu'on est né du vide et tout ce qui... Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important à connaître. Mais, donc, si on a des intensités qui sont extrêmement élevées, à ce moment-là, on va pouvoir même créer de la matière à partir du vide. Hein. D'abord, on va la polariser et ensuite créer la matière à partir du vide. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la feuille de route. Hein, notre feuille de route que l'on a dans les lasers ultra intenses. Vous voyez qu'on part justement grosso modo de l'usinage et on va jusque dans l'étude du vide dont je vais parler. Alors, pour produire ces intensités qui sont absolument, ces puissances qui sont absolument faramineuses, donc pétawatts, c'est, comme je le disais une fois, c'est le 1000 fois la puissance du réseau mondial électrique. Hein. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on a une stratégie, un truc, hein, c'est que finalement, on va utiliser peu d'énergie, mais on va vraiment la déposer, on va la produire, ou on va la déposer en un temps extrêmement bref, ou on va la produire en étant très bref. Hein. Alors, si je prends par exemple une amande, hein, vous savez tous ce que c'est qu'une amande, hein. Une amande, quand on voit une amande, en fait, une seule amande, c'est 5000 calories.
hein, et qui correspondent à 20 000 joules. Hein. Donc, vous voyez, le joule, c'est quand même peu, hein, par rapport à l'amande. Hein, c'est un 20 millième d'une amande, c'est très très peu. Eh bien, donc, si par exemple on prend un joule, qui est une toute petite quantité d'énergie, mais si on la dépose, ou si on la produit, pardon, en quelques femtosecondes, ben vous faites la division, vous voyez que la puissance est de l'ordre d'une centaine de térawatts, hein, de l'ordre du pétawatt. Voilà. Donc le coût, c'est pratiquement de produire ces impulsions extrêmement brèves, où il y a quand même pas mal d'énergie, hein, dans ce moment extrêmement bref, qui correspond à quelques joules. Voilà. Donc, c'est le truc que l'on utilise pour produire donc, ces impulsions absolument phénoménales. Alors, maintenant, oui, comme je disais, actuellement, il y a un bel exemple qui est, bien sûr, c'est le laser Cétal, qui se trouve à Magorélé, hein, qui est ici. Donc, vous voyez, c'est pas un très très gros laser, hein, c'est un gros laser, mais c'est pas une grosse machine. En fait, ce laser produit 1 pétawatt, hein, qui correspond à 1 million de réacteurs nucléaires. Hein. Donc le pétawatt, c'est un typique réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt. Donc un pétawatt, c'est 1 million. Okay. Donc ce petit instrument produit quand même des puissances fabuleuses. Et ça, bien sûr, c'est sous la direction de Jan Morjan, directeur de Cétal. Alors, là on a un problème, parce que quand même, cette puissance, il faut la manipuler, il faut la créer. Hein. Et cette puissance, cette puissance phénoménale, elle ne peut se propager que dans du vide. Hein. Alors, comment fait-on donc pour les produire? Alors, pour les produire, on utilise une technique que j'ai développée avec mes étudiants gradués, Donna Strickland, à l'Université du Michigan, en 85, donc ça fait pas mal de temps déjà. C'est qu'on prend une impulsion très brève, où il y a très peu d'énergie. Et c'est cette impulsion ici qu'on va vouloir amplifier. Okay. Alors souvenez-vous que, bon, il faut faire attention, parce qu'autrement, tout de suite on va produire des impulsions très avec beaucoup de puissance, et on va certainement claquer des matériaux. Alors cette impulsion, avant de l'amplifier, on va l'étirer. C'est-à-dire cette impulsion qui fait une dizaine de femtosecondes, par exemple, on va l'étirer jusqu'à quelques nanosecondes, ça veut dire presque 1 million de fois. Hein, 1 million de fois. Donc, si on l'étire d'1 million de fois, l'intensité va baisser d'1 million. Okay. Et quand on va... Cette impulsion, on va vouloir l'amplifier, et cette impulsion, ensuite, va pouvoir se propager dans un amplificateur et extraire l'énergie de cet amplificateur 1 million de fois mieux. Une fois que cette énergie est extraite, hein, une fois que toute l'énergie est extraite, hein, donc là, cette impulsion, bien sûr, elle est à l'échelle ici, hein, parce que ça, c'est un billionième, hein, un milliardième de ce qu'il y a là. Donc une fois que cette impulsion est créée, eh bien, on va faire la chose inverse. On va la recompresser. Alors, pour stretcher, pour allonger et pour compresser, on utilise des réseaux de diffraction. Et donc, si on utilise les bons réseaux, si on les met dans les bonnes orientations, etc., le bon agencement, eh bien, on va pouvoir reproduire l'impulsion. Mais cette fois-ci, l'impulsion aura été amplifiée par, grosso modo, 1000 fois 1 milliard de fois, hein, 10 puissance de 12
10 puissance 12 fois. Donc c'est énorme. Okay. Et c'est ces impulsions-là qui auront des puissances absolument fabuleuses. Alors cette impulsion, comme je disais, j'ai fait remarquer dans l'introduction, la lumière, les impulsions sont tellement intenses que la lumière maintenant peut produire des pressions de radiation extrêmement élevées. Et donc la pression de radiation que vous pouvez produire avec des intensités de l'ordre de 10, 21, 10, 22, sont le type d'intensités qui vont pouvoir être produites à Magorelle, eh bien, c'est l'équivalent de 10 millions de supertankers. Donc chaque supertanker fait 1 million de tonnes, grosso modo. Même chose avec la pression de radiation. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que si on prend une feuille mince, par exemple, et qu'on envoie le laser sur cette feuille mince, eh bien, on va d'abord pousser les électrons, violemment. Ces électrons aussi vont attirer les ions, et on va pouvoir, de cette façon, créer une bouffée d'électrons et d'ions, de protons, vous verrez, c'est important après, de fait extrêmement facilement. Ce paquet d'ions et d'électrons vont être absolument relativistes. Okay. C'est très compliqué, je vous ferai voir un petit schéma, de produire des protons relativistes, accélérer les protons dans le domaine relativiste. Et ici, on pourrait le faire très très facilement. Donc ça, c'est une autre chose qui va se faire aussi à Magorelle. Là, maintenant, il y a quelques applications, mais je ne vais bien sûr pas toutes les décrire. Je vais en écrire une parce que je la trouve très attrayante, c'est les effets non linéaires dans le vide. C'est-à-dire que la lumière qui traverse le vide, donc le vide, mais le vide qui est dépourvu de tout atome, de toute molécule, etc. Eh bien, ce vide-là va interagir quand même avec la lumière. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce qui peut faire interagir? Puisque c'est du vide, il n'y a rien pour interagir. En fait, il y a des particules virtuelles qui sont des électrons et des positrons, et donc ils vont interagir avec le vide. Et c'est ce que l'on voit, ce que l'on veut voir, et ça c'est extrêmement difficile à voir. Il va falloir des intensités qui soient de l'ordre, et même peut-être plus élevées que ce qu'il y a à Magorelle. Donc voilà, je voulais vous parler de ceci. Alors, donc, pourquoi on étudie le vide? C'est une bonne question. Alors, encore une fois, c'est le vide dépourvu de tout atome, de toute molécule. Mais parce que le vide, en fait, il gouverne toutes les lois de la physique, et aussi toutes les constantes fondamentales viennent du vide, sont gérées par le vide. Alors, donc c'est important de comprendre. Alors nous, on va bien sûr, lorsque vous voulez, les physiciens, lorsqu'ils veulent étudier les composants de quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils le cassent pour voir la composition, donc des petits morceaux de ce qui reste. Okay, c'est ce que l'on va faire. Donc, mais il y a cette question du vide. Qu'est-ce qu'est le vide? Le vide qui est dépourvu, bien sûr, de tout atome et molécule. Eh bien, la personne vraiment qui a commencé à mettre le doigt dessus, vraiment, c'est Newton. Parce que Newton, bien sûr, il a introduit la gravitation universelle, et parce que il se posait la question, pourquoi est-ce que la Lune est attirée par la Terre? Qui est-ce qui attire la Lune à la Terre? C'est la première fois qu'on était en prise
avec des forces où il n'y a pas de contact, hein, des forces qui sont produites sans contact. Donc c'est la première fois qu'il y avait contactless force. Et donc, bien sûr, on sait très bien, bon, la gravitation universelle, ça marche bien, etc. Mais on ne comprend pas pourquoi. Et donc, il y a quand même quelque chose. Il y a qu'est-ce qui retient la Lune à la Terre? C'est ça quand même la question fondamentale. Et là, il a introduit, bien sûr, un porteur de cette force qui est l'éther. Okay. L'éther, aussi, qui a été repris par Maxwell, par Lorentz, par Einstein. Et par exemple, Maxwell, bien sûr, il avait... Ouais, donc il y a Newton, Maxwell, sur ceux qui s'est rendu compte que les ondes électromagnétiques allaient à la vitesse de la lumière. C'était pas évident. Il y a Lorentz, Einstein, lui, vous allez voir son point de vue dans une petite minute, mais donc tous ces gens-là ont essayé de comprendre pourquoi la lumière se propage, en fait, hein, dans le vide. C'est pas évident, ça, parce que il y a justement ce monsieur qui s'appelle Augustin Fresnel, qui est un étudiant, un ancien polytechnicien, qui, lui, a prétendu que finalement, il n'est pas question, il devait y avoir un éther pour que la lumière puisse se propager. Parce que la lumière, c'est des vibrations, il venait de le démontrer. La lumière, ce sont des vibrations, et il ne peut pas y avoir de vibrations s'il n'y a pas de support. Après, bien sûr, beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, encore une fois, mais c'est donc Einstein, avec la relativité, special relativity, qui finalement s'est rendu compte, il s'est dit, ben oui, mais finalement, l'éther là-dedans, parce qu'il y avait des expériences de Michelson et de Morley, l'éther ne semble pas du tout avoir d'influence dans nos équations, etc. On n'a pas besoin. Okay. Et il a été obligé de revenir sur ce point de vue avec la relativité générale, où là, il s'est rendu compte que si l'éther n'était pas, disons, utile à la relativité, à special relativity, la relativité restreinte, il l'était pour la relativité fondamentale. Donc, et là, donc c'est un extrait d'une de ses lectures où il dit que finalement la relativité générale sans éther n'est pas imaginable, hein, parce qu'il ne pourrait pas y avoir de propagation de la lumière, bien sûr, mais aussi parce qu'on ne pourrait pas mesurer l'espace et le temps. Donc, il est revenu sur l'idée de l'éther, et en disant que l'éther, absolument, il doit y avoir un éther. Mais ce qu'il dit, c'est que cet éther, en fait, c'est pas vraiment un gaz, au sens où on l'imagine. Hein, c'est quelque chose, mais qui n'est pas un gaz. Comme il dit, c'est pas ponderable media. Hein. Et les particules, enfin, les particules entre guillemets, ne peuvent pas être on ne peut pas les traquer dans le temps. Hein, on ne peut pas les suivre. Parce que l'idée de mouvement ne peut pas s'appliquer. Voilà, c'est extrêmement, c'est une prophétie extraordinaire. Alors, ce gaz, cet éther, évidemment, c'est ce que... alors oui, je reviens un peu là-dessus, c'est que bien sûr le vide classique, c'est le vide qui est dépourvu de tout. Mais bien sûr, on sait que c'est pas possible parce qu'il y a des champs, hein, il y a des champs de partout. Donc, en fait, ce qui reste, c'est le vide quantique. Hein. Ce vide quantique qui est composé de particules virtuelles, réelles et virtuelles, hein, et qui sont continuellement ensemble,
Et donc ces particules, en fait, sont créées et sont annihilées. Et donc le vide, c'est absolument plein d'activités. Et les personnes qui ont démontré ceci, c'est Casimir, c'est Casimir, et puis Willy Lamb. En fait, cette paire ici, donc électron-positron, sont représentés dans le diagramme de Feynman de cette façon-là. On en aura besoin dans un petit moment. Donc voilà. Et donc maintenant, c'est ce vide quantique qui nous intéresse. Alors il a été extrêmement étudié à des champs au champ faible, mais maintenant on aimerait l'étudier au champ fort. Alors, donc évidemment, on voudrait aussi démontrer vraiment, avec le laser, quels sont les constituants du vide. Alors, pour le démontrer, il faut faire bouillir le vide. Alors, comment ça fonctionne, ça? Donc, je pars j'ai quelques slides là-dessus. Là, je rappelle que quand même, les lois de la physique sont toutes encodées dans le vide quantique. Donc, ici, si on remarque, si les paires, j'espère que vous voyez, est-ce que c'est assez brillant, là? Bon, il y a toutes ces paires qui sont dans le vide, et qui sont animées, qui naissent, qui disparaissent, etc. Et si maintenant j'envoie un champ électrique important, alors les paires, donc ces espèces ces électrons, ces positrons, pratiquement qui circulent sur une espèce de cercle, vont se déformer. Et on va assister à une polarisation de ces particules. On va assister à une polarisation, et cette polarisation va être d'autant plus forte que le champ électrique est élevé. Donc ces loupes vont s'étirer. La taille de ces loupes, ça correspond à la longueur de Compton. C'est de l'ordre de 10-15 mètres. Donc elles vont s'étirer sous l'effet de ce champ qui déplace ces électrons et ces positons. Et jusqu'au moment où, bien sûr, le champ est très très élevé et la loupe va se casser. Et là, la lumière va se transformer en électrons et positrons. C'est-à-dire que vous allez créer de la matière à partir du laser, à partir de la lumière. Voilà. Il y a une chose aussi qui se passe, bien sûr, c'est qu'on aura polarisé le vide. De cette façon, avant que la lumière casse ces petites loupes de particules antiparticules, eh bien, on va la polariser et on va établir une biréfringence. Et cette biréfringence a été prédite il y a très longtemps, il y a une quarantaine d'années en fait, et qui n'a jamais été observée. Donc, cette biréfringence qui a été prédite par Euler et Heisenberg, sur ces loupes, due à ces loupes, eh bien, ils ont établi des relations. Donc, le milieu, grosso modo, le vide, quand une onde électromagnétique, celle du laser par exemple, traverse le vide, et si ce laser est polarisé, il va polariser le vide, il va rendre le matériau biréfringent. Ce qui fait qu'il va y avoir des indices perpendiculaires, des indices perpendiculaires et parallèles vont être différents. Et il y a une relation en fait très très simple. Ce que l'on doit trouver si on fait cette expérience, et j'espère qu'on la fera à Magorelle, c'est un rapport entre l'indice perpendiculaire et l'indice parallèle, qui elles bien sûr sont vos fonctions d'intensité.
Et il y a parce que tous les composants de l'équation là qui décrit n parallèle et n perpendiculaire, c'est proportionnel à l'intensité ici, mais c'est aussi proportionnel à des constantes fondamentales. Hein. Donc ça, c'est assez solide. Et donc si on fait ce rapport, le rapport doit nous amener à 4/7. Donc c'est très simple. Maintenant, si on ne trouve pas les 4/7, ça veut dire qu'il y a autre chose dans ce vide. Hein. Et là, ça sera quand même une découverte importante. Et cette autre chose, par exemple, pourrait être le dark matter. Hein. Le dark matter, on sait que la matière que l'on connaît correspond à peu près à 4% seulement de la masse totale de la matière. Il constitue énormément de dark matter, de dark energy, hein, et la masse qu'on connaît, la masse visuelle que l'on connaît, c'est de l'ordre de 4%. Voilà. Donc, et actuellement, c'est le grand sujet, c'est une des grandes questions, où est cette énergie, sous quelle forme elle se trouve, etc. Bon, donc, alors maintenant, je vais parler, pour terminer, des applications de ces lasers ultra intenses. Pourquoi on fait ça? Eh bien, il y a une application, je vais en prendre qu'une, c'est la transmutation des déchets, hein, des déchets nucléaires. Et... voilà. Donc on sait très bien qu'il y a énormément de déchets nucléaires qui sont produits justement pour qu'on ait la puissance qui nous permette de vivre correctement à notre niveau. Et tous ces déchets-là sont absolument accumulés et on ne sait pas très bien quoi en faire. Alors il y a une idée qui est très intéressante, bien sûr, ça serait, alors là je simplifie beaucoup, hein, mais ça serait de transmuter ces déchets. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'analogie du technetium, hein, vous prenez un atome de technetium qui est le technetium 99, si on lui met un neutron de plus, alors ce technetium 99 a 200 000 ans de vie. Si on arrive à mettre dans le noyau un neutron de plus, et on a le technetium 100, eh bien cet isotope maintenant va avoir un temps de vie de 16 secondes. Donc on passe de 200 000 ans à 16 secondes. Donc c'est bien sûr énorme. Alors ça c'est bien sûr, c'est le cas le plus favorable, mais enfin ça c'est une des directions qui pourrait être extrêmement intéressante à poursuivre. Parce qu'on sait très bien que l'énergie nucléaire, ça va être difficile de s'en passer. Et qu'une des façons, peut-être il va falloir vraiment traiter tous ces déchets, une façon élégante, ça serait celle-ci. Alors pour faire ça, il faut des protons. Hein, parce qu'il faut des protons qui vont produire ensuite des neutrons. Et ensuite, qui vont pouvoir, disons, être capturés par le noyau des atomes et donc faire des isotopes à des temps de vie réduits. Une façon donc de faire des protons, comme j'ai dit, c'est d'utiliser cette pression de radiation qui est fabuleuse. Il faut que ces protons soient relativistes, hein, donc ça serait la façon de le faire. Et ça serait une façon qui est actuellement... bon, vous avez vu le laser n'est pas absolument énorme, hein, mais ce serait le type de laser que l'on utiliserait. Actuellement, ce qui est utilisé, c'est des choses comme ça. Hein, donc ça, c'est un accélérateur conventionnel. Ça a de l'ordre de 500 mètres de long. Hein, et c'est bourré d'équipements, bien sûr. Alors, juste pour vous mettre ici, c'est bien sûr beaucoup plus réduit, parce qu'on peut produire l'accélération qui est utile sur quelques microns. Hein, bon, disons ça, un millimètre si vous voulez. Donc, sur des dimensions extrêmement réduites,
on peut produire les particules, le genre de particules qui nous intéresse. Okay. Et donc, on pourrait penser à un transmutateur, ça serait un laser-driven transmutateur cette fois-ci, où ici on a le laser, hein, c'est un nouveau type de laser, on a le laser, et ce laser va produire donc des protons, de la façon dont je vous ai dit. Ensuite, ces protons vont aller dans un matériau, et ces protons vont être changés vont produire des neutrons, hein, et ces neutrons vont être ensuite utilisés pour irradier la matière. Voilà. Donc c'est un concept que l'on veut étudier, justement. Donc la production de protons, c'est quelque chose, de protons relativistes, c'est quelque chose qui est très haut dans l'agenda. Et voilà. Et donc maintenant j'en arrive, bien sûr, je parlais bien sûr, actuellement de ce qui se passe à Magorélé, hein, sous la direction de Nico Zamfir, qui est ici. Et donc il y a actuellement une infrastructure qu'on appelle ELI-NP, hein, ELI Nuclear Physics. Et sous cette infrastructure, vous voyez, qui est magnifique, il va y avoir donc un laser de ce que je vous ai, du type que je vous ai décrit pour faire le genre de physique dont je parlais. Voilà. Il va y avoir aussi un accélérateur, etc. Donc voilà. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est que la Roumanie va être la première, vraiment, à aller dans des régimes d'intensité dont je vous ai parlé. Hein. La première à avoir des puissances de l'ordre d'une dizaine de pétawatts, qui va certainement être étendue jusqu'à peut-être une centaine de pétawatts, et faire vraiment cette physique qui est vraiment tout à fait extraordinaire. Voilà. Donc, je trouve que j'aimerais vraiment ici féliciter Nico et son équipe et toute la Roumanie, hein, pour s'être engagée dans cette voie-là. Et c'est sûr que la Roumanie, vous pouvez me croire, est maintenant sur la carte, hein, des lasers. Hein. C'est la Roumanie qui est vraiment le leader dans les lasers de très haute puissance. Et qui, je pense, va le rester un petit moment, hein, parce que pour rattraper le retard, maintenant, il va falloir qu'on accélère, nous. Hein. Donc, merci beaucoup. Félicitations pour cette magnifique infrastructure qui me donne l'occasion, finalement, d'en parler. Et bon, donc je vais essayer de répondre à vos questions si vous en avez quelques-unes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des volontaires? Ouais. Quelle est la différence avec le laser mégajoule de Bordeaux? Ah, énorme. Énorme. Donc, le laser mégajoule, c'est un laser donc, qui produit des impulsions de l'ordre avec une énergie du mégajoule. Le laser ELI-NP va produire des impulsions avec une énergie d'une centaine de joules, hein, de quelques centaines de joules. Dans le cas du laser de mégajoule, l'impulsion va être beaucoup plus grande, ça va être 5 nanosecondes. Dans le cas du laser de Magorélé, les impulsions sont de l'ordre de 20 femtosecondes, 20-25 femtosecondes. Hein. Donc il y a un facteur presque 1 million, pas tout à fait, mais entre quelques joules et le mégajoule, il y a à peu près 1 million en énergie. Et puis il y a 1 million, grosso modo, entre nanosecondes et femtosecondes. Hein. Alors, vous voyez bien que ce sont des bêtes qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Une est faite, la première, le mégajoule, est faite pour faire la fusion thermonucléaire. Elle travaille dans un régime d'intensité de l'ordre de 10-15 watts per square centimètre. Hein.
10-15. Alors que nous, on va travailler à des intensités qui sont de l'ordre plutôt de 10-23 watts par seconde, c'est-à-dire 8 ordres de grandeur. Alors, comme je disais toujours, 8 ordres de grandeur, c'est c'est 1 micron par rapport à la tour Eiffel. Hein, pour avoir les rapports sur un micron devant la tour Eiffel, il y a 8 ordres de grandeur qui séparent. Donc, c'est pas du tout les mêmes problèmes, c'est complètement différent. Ce qui est intéressant, c'est que dans les lasers ultra intenses, on peut avoir des répétitions, des taux de répétition élevés. Hein, de l'ordre, ce ne serait pas excessivement élevé, mais de l'ordre d'un tir à quelques secondes. Okay, alors que dans l'autre cas, dans le laser mégajoule, on parle d'un tir par jour. Hein, donc, vous voyez, c'est complètement différent. La physique est différente, les impulsions sont différentes. Ce que l'on voudrait faire maintenant, c'est aussi essayer de comprimer ces impulsions de mégajoules en femtosecondes. Ça serait un des projets que j'essaie de pousser aussi, mais c'est quand même très difficile, pour avoir ce qu'on appelle le zeta-watt. Zeta-watt, c'est le 10-21 watts. 10-21. Donc, est-ce que... D'autres questions? Je veux savoir, moi, il y a beaucoup d'étudiants, là, en physique, oui? Vous êtes plutôt des étudiants en physique, en littérature ou... Pardon? Électronique, oui, bien sûr. Ouais. Bah, l'électronique, hein, c'est extrêmement, c'est la base, hein, de tout ça. Hein. L'électromagnétisme, en tous les cas, c'est la base de ça. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens, d'étudiants ici, qui travaillent sur le laser? Il y en a combien qui ont vu un laser, d'abord? Personne n'a vu un laser? Ah oui, non, quelques-uns. Quelques-uns, oui. Et donc, bien sûr, il n'y en a pas beaucoup qui ont travaillé avec un laser. Bien, vous avez la chance, avec le projet ELI&P et le projet CETAL, de vraiment étudier le laser, d'utiliser le laser, et pas seulement que pour des applications, bien sûr, scientifiques, mais aussi pour des applications techniques, hein, beaucoup plus pratiques. Hein. Donc, je vous invite à aller voir ce magnifique projet. Je ne sais pas comment il faut faire pour y accéder, mais c'est pour un étudiant. Mais je pense que c'est tout à fait facile. Et pour ensuite aller voir cette chose-là, parce qu'on est vraiment, on est dans la science ici, en Roumanie, la science est en avant avec ce projet. Mais nous avons tous travaillé avec des lasers, avec les lecteurs CT. Ah oui, ça c'est sûr. On le voit. Mais le laser est partout. Hein. Si vous allez chez le dentiste, vous allez peut-être vous faire nettoyer les dents avec le laser, c'est sûr. Si vous allez chez l'ophtalmologiste, vous avez peut-être été traité au laser. Bon, le laser est effectivement partout. Mais en général, on ne le voit pas. Hein. On vous le cache parce qu'il peut abîmer vos yeux ou il peut ceci. Ouais. Oui. Bon, ben écoutez, sans micro, alors voilà, je ne suis pas du tout physicien, mais je suis juriste. Je m'interrogeais, en fait, je me posais la question, vous avez parlé des applications positives d'un tel laser. Est-ce qu'à fortiori, il pourrait y avoir des applications malveillantes avec un appareil aussi puissant? Oui, alors là, ça c'est la beauté de ce type de laser. C'est que, comme je vous l'ai dit, les impulsions ont des énergies qui sont de l'ordre d'une centaine de joules. Et 100 joules, j'ai pris le cas de mon amande, hein, une seule amande, hein, c'est de l'ordre de 20 000 joules. Donc 100 joules, c'est un 10 millième de ça. Okay,
Pour les applications, mais seulement c'est développé bien sûr pour, pendant des durées de temps très, très brèves. Pour les applications malveillantes, en général, c'est l'énergie qui compte. Hein? Alors, avec 100 joules, on ne fait rien. Hein? Pour les militaires, ça ne correspond à rien, on ne peut rien faire avec 100 joules. Eux, ils parlent de mégajoules. Hein? Quand ils veulent détruire un missile, quand ils veulent détruire quelque chose, il leur faut un mégajoule. Donc ici, on est avec des lasers qui ont seulement quelques centaines de joules. Quand j'ai démontré, j'étais à l'université de Rochester, à New York, aux US, et quand en 85-86, quand j'ai démontré le laser CPA, le premier laser qui faisait 1 terawatt. 1 terawatt, bien sûr, c'était la puissance du réseau électrique mondial. Et quand, bien sûr, on a mis ça dans le journal, tout de suite, les étudiants ont commencé à nous interroger, etc. Ils disaient, oui, en fait, vous avez cette puissance phénoménale sur une table. Alors j'ai dit, oui, mais avec cette puissance, s'il fallait que je me fasse un toast le matin, hein, pour faire un toast, hein, je pense qu'il faudrait une journée, hein, pour faire. Donc, ouais. Donc c'est vraiment un objet pour la physique fondamentale, je pense, avec beaucoup d'applications bien tournées du côté de la physique nucléaire. Ça c'est très intéressant, hein, et personnellement, moi ça m'attire beaucoup, parce que le laser jusqu'à présent s'est occupé uniquement de physique atomique. Hein. Physique atomique, c'est la physique de ce qu'on appelle les physiciens de l'électronvolt. Hein. Parce que c'est simple, dans l'atome, vous savez, l'atome est composé donc d'électrons qui tournent autour d'un noyau. Et alors jusqu'à présent, on s'est occupé que des électrons dans l'atome. Hein. Chaque fois qu'on envoie le laser pour faire quelque chose, c'est d'abord les électrons qui bougent, et on ne s'occupait que de ça. Okay. Et ça, il faut peu d'énergie, ce qu'on appelle l'électronvolt. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est d'aller, par exemple, aller travailler le noyau. Alors, le noyau, ça, c'est, bien sûr, les nucléons sont serrés, ce sont des forces, des énergies qui les relient, qui sont très importantes, de l'ordre du méga, c'est typiquement le mégavolt. Donc, vous voyez, électronvolt, mégavolt, hein, beaucoup, beaucoup plus important. Et c'est seulement maintenant, avec ce type de laser, qu'on va pouvoir, que le laser va pouvoir maintenant pénétrer dans le nucléaire. Et ensuite, il y a, après le nucléaire, il y a les particules, la physique des particules. Hein, où ici, là aussi, il faut qu'on produise des énergies qui sont importantes, hein, parce qu'il pour sonder le vide, là, justement je parlais de bouillir le vide, là, pour voir les constituants du vide. Hein, eh bien, par exemple, pour le fameux boson de Higgs, c'était 130 GeV, hein, qu'il fallait produire. Voilà. Et donc, l'espoir, c'est de pouvoir, avec le laser, aussi faire ce genre de physique. Donc, de passer de la physique atomique, hein, qu'on a fait depuis 50 ans, hein, avec le laser, et les applications aussi, les applications qui sont reliées à la physique atomique. Mais même l'usinage, c'est aussi de la physique atomique, hein, si on veut, c'est pas... Mais bon, mais maintenant, on veut aller dans le subatomique, c'est-à-dire nucléaire et particules, physique des particules. Voilà, c'est notre... Mais bon, merci pour votre question. Je sais qu'elle inquiète beaucoup, parce qu'on parle de puissance, mais c'est des puissances, bien sûr, qui sont produites que pendant des temps de vie extrêmement brefs, hein, et qui donnent, bien sûr, des puissances fantastiques pendant un temps très, très bref. Et l'énergie en question n'est pas... Et lorsqu'on parle de létalité, c'est l'énergie en général qui compte. Voilà. Bon. Elle est silencieuse. Donc on va s'arrêter là.
bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir, surtout sur le centre de Magorelle, qui je pense va devenir un centre absolument mondial de la physique, comme le CERN, parce qu'il est unique. Voilà, vous avez beaucoup de chance, merci. Merci beaucoup, professeur Beauveau, pour ce premier exposé qui ouvre une petite session, un petit séminaire sur le laser. On est encore très ravis de vous avoir reçu parce que c'est finalement vous qui avez un peu ouvert la voie à ELI en Roumanie et qui permettent d'arriver là où on en est maintenant. Et un projet qui... c'est vrai que vous avez parlé qu'il y avait 3 projets de laser. Il y a un projet en République tchèque, il y a un projet en Hongrie, et puis il y a la Roumanie est arrivée un petit peu après, et la Roumanie maintenant est largement devant. Et le bâtiment est en construction, le laser va se faire construire par Thales, un accélérateur va se faire construire, et tout ça va fonctionner en 2017, n'est-ce pas, monsieur Zamfir? Donc, on doit préparer de la formation d'ingénieurs, on doit préparer également des chercheurs qui seront capables de faire fonctionner tout cela, qui seront capables de mettre en place de la recherche à ce niveau-là. Et donc, il y a une ouverture absolument phénoménale qui peut se produire en Roumanie. Et j'invite les étudiants à bien y réfléchir, à participer à cette évolution des choses.